Dans la mer émeraude qui baigne les côtes brésiliennes, à l'heure la plus chaude de la journée, une silhouette sombre glisse lentement vers sa proie et l'attaque. Puis aussi vite qu'elle est apparue, elle disparaît. Mais les habitants de cette cité balnéaire vont vite se rendre compte qu'elle n'est pas vraiment partie. Au cours des 15 années qui suivent, il y aura 49 autres victimes sur cette plage populaire. Et un tiers d'entre elles succombera à ses blessures. Les requins ont pris d'assaut les plages de Recife. Personne n'a trouvé le moyen de les arrêter. D'où viennent-ils? Pourquoi ont-ils choisi précisément ce site? Et quelle est la raison de toutes ces attaques? Pour résoudre ce mystère, il faut 2 équipes d'experts. L'une au Brésil, l'autre aux États-Unis. Ils vont découvrir qui est le chasseur et qui est la proie. Alors que l'automne tire à sa fin sur les plages de Recife au Brésil, la surface de la mer commence à changer. Une houle du sud-est amène de gros rouleaux. Et un grand nombre de jeunes résidents de cette cité animée du littoral sud-américain ont hâte de s'y frotter. Les meilleures vagues se trouvent au large, sur les hauts fonds. Eduardo Rodriguez s'éloigne du bord de mer protégé par une barrière de corail pour aller traquer la vague parfaite en solo. Tout à coup, il se sent tiré vers le fond. Une douleur aiguë lui transperce le bas du corps. L'attaque n'a duré que quelques secondes, mais le prédateur est reparti avec la jambe gauche d'Eduardo. Il lutte pour remonter à la surface. Sur le rivage, les maîtres nageurs le voient se débattre au milieu des flots. Ils envoient immédiatement une équipe à son secours. À leur arrivée, Eduardo est encore en vie. D'un seul claquement de mâchoire, la paisible station balnéaire est prise en otage par les requins. Ils n'ont jamais posé de problème majeur jusqu'à présent. On croit d'abord à un incident isolé, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Par une chaude après-midi de mai, Charles Barbosa, 21 ans, arrive sur la plage populaire de Boa Viagem pour faire du bodyboard. Il pagaie avec ses mains pour avancer dans la marée montante et profite des quelques belles vagues qui lui sont offertes. Quelque chose me disait de partir. J'ai vu une sorte de lumière qui m'a dit de sortir, mais c'était impossible. Il est pris dans un courant qui l'emporte au large. Brusquement, Charles se sent tiré vers le fond. Sa jambe droite est coincée dans les mâchoires de son agresseur. Il se débat furieusement et réussit à se dégager. L'animal fait demi-tour. Et les 2 adversaires se retrouvent face à face. À terre, personne ne peut voir la bataille qui se déroule dans l'eau. Mais les remous attirent l'attention des autres surfeurs qui s'empressent de regagner la plage. Charles est abandonné à son sort. Il doit se battre seul.
Il donne un coup de poing à son assaillant qui referme ses mâchoires sur son poignet. D'une seule morsure, le requin lui arrache la main droite. Charles le frappe à nouveau avec sa main gauche, mais elle est à son tour emportée par le prédateur. C'est seulement après lui avoir tranché les deux mains que son agresseur abandonne le combat et disparaît. Au cours des années qui suivent, une flambée d'attaques similaires va terroriser les plages de Recife. Dans les 4 ans suivant l'attaque de Charles Barbosa, les requins tuent 9 autres personnes. Face à cette augmentation du nombre des blessés et des morts, les autorités tentent de trouver des explications. Les côtes du nord-est brésilien offrent un habitat idéal à certains des plus anciens prédateurs de la planète. Ces eaux sont infestées de requins. Elles abritent plus de 80 espèces différentes. La plupart ne représentent pas une menace directe pour l'homme, mais quelques-unes sont connues pour attaquer et tuer les êtres humains. Le requin commun ou grand blanc, la lamie à nez pointu ou mako, le requin bulldog, le requin tigre et l'énorme requin marteau sont tous présents dans les eaux de l'Atlantique qui bordent les côtes du Brésil. Dans le passé, ils coexistaient avec les hommes sans poser de problème majeur. Les attaques de requins étaient extrêmement rares, comme dans la plupart des régions du monde. Mais à Recife, tout a changé. Et les attaques se produisent un peu trop souvent. Quelque chose a poussé au moins une espèce de requin à s'en prendre à des êtres humains. Et la technique employée par le chasseur révèle son identité. Charles Barbosa perd beaucoup de sang. Sur la plage, les maîtres nageurs voient maintenant ses mouvements désordonnés. Des surfeurs lui crient de rentrer, mais il en est incapable et il commence à couler. Antonio de Abreu surveillait la plage ce jour-là. Des surfeurs qui venaient de sortir de l'eau ont essayé de nous empêcher d'y aller. Mais nous étions conscients de notre mission et nous sommes allés lui porter secours. Charles est en train de s'enfoncer dans une mer de sang quand les sauveteurs arrivent. Quand on s'est approché de lui, j'ai vu que sa main avait été tranchée. J'avais emporté une bouée et je lui ai demandé de l'attraper. Il m'a dit « Comment ?» et j'ai répondu « Avec l'autre main ». On ne s'était pas aperçu qu'il avait perdu l'autre main. Quand il a soulevé son bras hors de l'eau et qu'il l'a regardé, il a hurlé qu'il voulait mourir. Les sauveteurs ramènent Charles sur la plage. Pendant qu'ils tentent de le stabiliser, Antonio prend conscience d'une présence inquiétante dans l'eau. C'est à ce moment-là que, par curiosité, j'ai regardé vers la mer. L'eau était rouge de sang et le requin était toujours là. En fait, il n'est jamais parti. Et c'est la signature du requin le plus redouté de la planète, le grand blanc. Les grands blancs, comme tous les prédateurs, s'exposent à de graves blessures lorsqu'ils chassent. Pour se protéger, ils ont recours à une technique particulière, ils mordent et ils battent en retraite. C'est seulement quand leur proie s'est vidée de son sang qu'ils reviennent dévorer leur repas en toute sécurité. Le prédateur qui attendait patiemment la mort de Charles et qui terrifiait la ville, appartenait-il à cette espèce? Menacé par un ignoble chasseur qui rôde à quelques encablures de ses plages, Recife redoute d'autres attaques. Les médias du monde entier ont les yeux rivés sur la ville.
Les habitants ne peuvent qu'espérer que cette série d'attaques insolites et aléatoires va prendre fin. Mais pourquoi ces affrontements ont-ils lieu si fréquemment? Et pourquoi un grand requin blanc aurait-il décidé de s'approprier cette plage si fréquentée? La ville a toujours compté sur sa topographie naturelle, c'est-à-dire son récif, pour empêcher les incursions des prédateurs. Et le récif en question se trouve juste devant les plages. C'est une barrière naturelle qui protège les nageurs et les baigneurs. La majorité des habitués considèrent cette muraille rocheuse comme une frontière, persuadés qu'elle empêche les prédateurs d'atteindre les eaux peu profondes du littoral. Cristiana Damiano est une biologiste marine et une spécialiste des récifs. Ce récif s'étend sur presque 8 km et sert de barrière naturelle. Le docteur Fabio Asin est un océanographe et un expert en requins qui vit à Recife. Si les baigneurs restent à l'intérieur de cette enceinte, ils ne courent pratiquement aucun risque d'être attaqués par des requins. Les estivants ont moins de chances d'être attaqués par un requin s'ils se baignent dans les bassins naturels qui se forment à marée basse. Mais il y a peut-être autre chose de l'autre côté du récif qui attire les requins vers la côte. Une file ininterrompue de bateaux navigue sur les hauts fonds. Et ils font quelque chose que les marins font depuis des siècles. Ils déversent leurs déchets directement dans l'océan. Chaque année, plus de 600 bateaux passent juste au large des plages concernées par le problème. L'odeur des déchets fait-elle remonter les chasseurs des profondeurs? Les requins ont un odorat très complexe. Leurs récepteurs olfactifs détectent des odeurs à plus d'1,5 km de distance. Les grands blancs peuvent aussi sortir la tête d'1 mètre au-dessus de l'eau. Ce sont les seuls poissons capables de le faire. Et généralement, c'est pour repérer des proies potentielles à la surface. Mais dans certains cas, c'est aussi pour détecter des odeurs. Les bateaux ont-ils attiré les requins vers les côtes? Le professeur Greg Erickson est un biologiste de l'Université d'État de Floride. Le docteur Gagoris Komal est un spécialiste des requins aux pêcheries maritimes du Massachusetts. J'imagine que si on a des bateaux de pêche ou d'autres navires qui jettent leurs déchets à la mer, ça va attirer les requins, non? On a affaire à un animal qui agit à l'instinct, qui est à l'écoute de ses sens. Le cerveau d'un requin est largement dédié à l'odorat. Il ne va pas se dire « ça ne m'intéresse pas puisque je viens de manger ». Non, il va aller vérifier à tous les coups et il continuera à le faire. Quand un grand nombre de bateaux de pêche, par exemple, rejettent les déchets à la mer, on a une traînée de nourriture qui mène directement à la ville. Il n'y a pas que l'odeur qui attire les requins vers les bateaux. Dans l'immensité de l'océan, il arrive que la nourriture se fasse rare, et les repas faciles encore plus. Les requins comptent sur un autre système sensoriel pour les trouver. Ils sont capables de percevoir des sons inaudibles à l'oreille humaine. Leur ouïe peut capter des infrasons, comme ceux émis par un poisson blessé ou un moteur de bateau. Cette perception à longue portée leur permet de détecter des sons d'origine artificielle à plusieurs kilomètres de distance. Le ronronnement d'un moteur ne manquera pas d'attirer leur attention. Or, ils ont l'air d'assimiler le bruit des moteurs à la nourriture, comme la cloche annonçant l'heure du repas. Nous avons mené une étude qui nous a indiqué qu'il y avait une corrélation très étroite entre le trafic maritime et le nombre des attaques. Ce qui nous fait croire que ce trafic est l'un des facteurs contributifs du problème. Plus il y a de bateaux qui passent au large, plus les attaques sont fréquentes. Tout semble indiquer que les requins suivent les navires le long des côtes. Mais il y a toujours eu des bateaux par ici, et ils n'ont jamais causé de problème. Il doit y avoir une autre explication à la recrudescence des attaques. Les médias continuent à couvrir les événements tragiques. Et les nouvelles sont de plus en plus alarmantes. Dans les 7 années qui suivent la première attaque, 28 autres personnes sont blessées.
Après avoir nié l'existence d'un problème lié aux requins, le gouvernement décide d'interdire la pratique du surf. Recife devient la première ville au monde dans laquelle le surf est illégal. Les contrevenants risquent la confiscation de leurs planches et une amende, ce qui n'empêche pas de nombreux adeptes de braver les eaux. Depuis les années 70, Recife accueille tous les ans des championnats de surf qui se sont toujours déroulés sans incident. À présent, la ville appose des écriteaux qui conseillent aux baigneurs de ne pas franchir le récif, sans toutefois mentionner la présence de requins. La majorité des incidents ont eu lieu au-delà du récif. Mais il y en a eu aussi ailleurs. Une photographie aérienne de la plage de Boa Viagem où Charles Barbosa a été attaqué révèle un élément troublant. Charles Barbosa faisait du bodyboard dans ce secteur. Et au moment de la marée montante, il a été attaqué juste à cet endroit. On voit que ce n'est pas très loin du rivage. Une large brèche est visible dans le récif. On voit bien cette grande barrière de corail. Elle donne aux gens une sensation de sécurité. Ils ont l'impression que le récif forme un bloc compact, alors qu'en fait, il ne descend pas jusqu'au fond. Il y a des passages qui mènent de l'autre côté. En fait, la barrière de corail n'offre pas une protection parfaite. Le site qu'on avait si longtemps pris pour un havre de paix s'avère en fait très vulnérable. Pourtant, les requins blancs ne sont pas enclins à s'aventurer dans des eaux peu profondes. L'amplitude des marées est trop faible pour convenir à leur taille gigantesque. Et il leur est difficile d'évoluer au milieu des rochers. Par conséquent, si le prédateur n'est pas le grand blanc, qui est-ce? Piedade est une autre grande plage populaire. La petite église perchée sur le remblai laisse espérer que le site est protégé. Par un bel après-midi de juillet, le surfeur Mario Carneiro scrute l'horizon. Il ne cherche pas de requin, mais le spot parfait, comme tous les autres surfeurs qui bravent l'interdiction. La journée tire à sa fin. Mario sait que s'il n'y va pas bientôt, il n'aura pas d'autres occasions. La mer est agitée. Il a du mal à se mettre en position. Alors qu'il attend la vague, Mario remarque une silhouette massive qui fonce sur lui. Instinctivement, il s'allonge sur la planche et sort les jambes de l'eau. Le chasseur se montre, puis plonge sous la planche, jaugeant sa proie d'un seul coup d'œil. Quand le requin fait demi-tour, Mario se prépare au choc. Il sait qu'une mince couche de fibres de verre le sépare d'une mort violente. Quand le requin attaque, Mario saute dans l'eau. Son assaillant se rue sur la planche et arrache une bouchée de fibres de verre. Tandis qu'il l'avale, Mario remonte sur sa planche. Mais son agresseur s'acharne. Il revient et pousse le fragile esquif de sa gigantesque tête. Puis il disparaît brusquement dans l'eau trouble. Mario scrute la surface de la mer. Il sait que si le requin l'attaque par-dessous, il n'a aucune chance d'en réchapper. Il frappe la surface de l'eau de sa main afin d'attirer son adversaire hors de sa cachette. Mais sa tactique se retourne contre lui. Une mâchoire menaçante agrippe sa main droite et l'entraîne vers le fond. Piégé sous la surface, Mario fait le sacrifice ultime. Il se serre des dents acérées du requin pour trancher son avant-bras. Le prédateur disparaît dans les profondeurs avec la main de Mario. Le jeune homme réussit à remonter sur sa planche.
Comme par miracle, une petite vague le ramène à quelques mètres du rivage et il titube jusqu'au sable. Ses prières ont été exaucées. Il a survécu à cette terrible épreuve. Mais les prières de la ville restent sans réponse. Pourtant, le requin qui a amputé Mario de sa main a aussi arraché 2 gros morceaux de planche. Et cette fois-ci, il a laissé un indice crucial. Des marques de morsure qui pourront peut-être révéler son identité. Voici la planche de Mario Carnero. Qui a pu faire ça? On sait que le requin blanc et le requin tigre attaquent des surfeurs sur leur planche. Dans certains cas, on ne peut pas déterminer précisément l'espèce. On n'a pas assez de renseignements, mais ici, on a l'équivalent d'une empreinte. Les marques de morsure ne correspondent pas à celles du grand blanc ou du requin tigre. Ce sont les mâchoires d'un autre requin qui révèlent l'identité de l'assaillant. C'est parfait, regardez. On a ces perforations sur le bas de la planche et ces dents mandibulaires qui sont parfaitement conçues pour créer ce type de dentelure. Ensuite, on a cette découpe nette et propre sur le haut. Et quand on regarde le maxillaire, on retrouve ces dents tranchantes. Pour moi, ce ne peut être qu'un requin bulldog. Je suis convaincu que c'est un requin bulldog qui a attaqué Mario Carnero. Finalement, le coupable n'est pas le requin blanc. Or, même s'il est moins célèbre que lui, le requin bulldog est tout aussi meurtrier. C'est un animal robuste et puissant. Il est plus petit que le grand blanc, mais à poids égal, c'est l'un des prédateurs les plus voraces et les mieux adaptés des océans. Il a beau adopter un comportement docile et paresseux quand il croise, c'est un nageur redoutable dont la vitesse peut être 4 fois supérieure à celle d'un être humain moyen. Doté d'une mâchoire supérieure bordée de larges dents crantées, il n'hésite pas à s'attaquer à des proies aussi volumineuses qu'eux. Malgré leur férocité, il arrive dans d'autres parties du monde que des requins bulldogs nagent au milieu des hommes sans incident. Mais il se passe quelque chose d'étrange à Recife. Une attaque sur 3 se solde par un décès, un taux de mortalité supérieur à celui de l'Australie ou de l'Afrique du Sud. Une autre attaque montre que les requins bulldogs n'hésitent pas à s'approcher très près des côtes et qu'ils sont peut-être plus nombreux qu'on ne le pensait. Valmir da Silva, 17 ans, compte sur la chaleur du mois de mai pour faire marcher son commerce. Il sillonne les plages en vendant des boissons fraîches aux vacanciers. Mais sa marchandise est exclusivement réservée à ses clients. Quand il a trop chaud, il va se rafraîchir dans la mer. Vers 2 h de l'après-midi, la tentation est trop forte. Il reste près du bord, dans un peu plus d'1 mètre d'eau. La plage est bondée ce jour-là. Valmir est le seul à se baigner, mais il y a des gens qui prennent un bain de soleil sur le sable. La situation va basculer. Le bras gauche de Valmir est brutalement agrippé par une silhouette sombre qui l'entraîne sous la surface. Il commence par se débattre, quand tout à coup, il est libéré. Mais son bras a disparu. Il est resté coincé dans les mâchoires du prédateur. Le jeune homme sait qu'il doit regagner la plage le plus rapidement possible. Alors qu'il n'est plus qu'à quelques mètres du sable, un autre requin bulldog plante ses dents dans le mollet et le talon de sa jambe gauche. Cette fois, il l'entraîne vers le large. Valmir réussit à se libérer de son deuxième assaillant.
Il se précipite vers la plage et tombe la tête la première sur le sable mouillé. Aussi incroyable que cela paraisse, Valmir a survécu. Étant donné que les requins ne chassent généralement pas en groupe, comment expliquer que 2 requins bulldogs attaquent la même victime au même moment? Leur agressivité a peut-être un rapport avec leur chimie corporelle. On a démontré que, chez certaines espèces, pas forcément les requins, l'agressivité pouvait être reliée à des taux élevés de testostérone. Une étude menée il y a 15 ans a montré que le requin bulldog avait un taux de testostérone supérieur à celui de la population des requins et même d'autres animaux, dont les mammifères. De quel ordre? Si on regarde ce diagramme, on a un échantillonnage des diverses espèces qui ont été étudiées. On a le requin bordé, le requin marteau qui ont des taux relativement faibles. On a le requin porc asiatique qui est censé appartenir à une espèce très agressive. Le requin bulldog a manifestement un taux bien supérieur aux autres. Le taux de testostérone d'un requin bulldog, même femelle, est très élevé. Ce facteur peut-il expliquer les attaques? Pensez-vous qu'on a des preuves suffisantes pour affirmer que l'espèce des requins bulldog est extrêmement agressive parce qu'elle a un taux de testostérone élevé? Non. De nombreux facteurs entrent en jeu. Est-ce que la testostérone d'un requin bulldog va l'inciter à attaquer des gens? Certainement pas. À elle seule, la testostérone ne suffit pas à expliquer les agressions. Il doit y avoir quelque chose de différent à Récif. Qu'est-ce qui rend les requins si dangereux? Et vont-ils accepter de quitter cette plage, grouillante de monde? 10 ans après le début de la crise, 38 personnes ont été mordues par des requins. Et les autorités sont toujours incapables de trouver la source du problème. Le gouvernement propose d'installer des filets de sécurité. Mais les résidents s'y opposent, car même s'ils maintiennent les requins à distance, ils risquent aussi de tuer les dauphins et les tortues. Leur seul espoir est que les requins décident d'eux-mêmes de s'en aller. Mais cette éventualité semble hautement improbable. On voit un nombre croissant de requins bulldogs sillonner les eaux. Et on ignore toujours pourquoi. Cependant, leur biologie offre une piste prometteuse. Alors que la plupart des requins passent leur vie dans les océans, les requins bulldogs peuvent aller là où les autres ne vont pas, dans l'eau douce. On ne s'attend généralement pas à trouver un requin dans un estuaire, un fleuve, un lac ou un étang. Pourtant, les requins bulldogs ont fait des victimes dans le Gange et dans le lac Nicaragua. On en a même retrouvé à près de 3000 km en amont du fleuve Mississippi et à 3500 km de l'embouchure de l'Amazone. Le problème n'est pas qu'ils aiment l'eau douce, mais qu'ils en ont besoin. Les femelles mettent bas dans les estuaires. L'eau trouble et les berges plantées de mangroves offrent un excellent abri à leurs jeunes. Si elles ne disposaient pas d'un accès direct aux rivières pour les naissances, l'espèce n'aurait aucune chance de survivre. C'est cet indice qui a dirigé les enquêteurs sur une nouvelle piste. Il existe au nord du Brésil un endroit qui répond parfaitement aux besoins des requins. À 40 km au sud de Récif, se trouve une importante réserve d'eau douce. À cet endroit, 2 rivières se jettent directement dans la mer. C'est un cadre idéal pour un requin bulldog, ou du moins ça l'était. Un vaste complexe portuaire de 2 milliards d'euros a été édifié en plein cœur de l'habitat privilégié des requins bulldogs. La construction du port a modifié le tracé des 2 rivières. Les mangroves luxuriantes ont été arrachées et la barrière de corail dynamitée. Les berges des rivières ont été recouvertes de ciment et des cuves d'acier ont remplacé les arbres. Tous ces changements ont affecté les requins.
Chaque fois que vous modifiez un habitat, que vous le perturbez, que vous creusez, que vous construisez, vous avez divers effets au cours de la phase de construction, mais aussi des effets secondaires qui se font sentir pendant des années. Le port est un désastre écologique. Les ingénieurs ont peut-être sous-estimé la gravité des effets secondaires sur la faune sauvage. En gros, on supprime un habitat viable que ces animaux ont l'habitude d'utiliser. Ils n'ont pas le choix. Ils meurent sur place ou ils vont ailleurs. Ce sont de gigantesques pétroliers qui patrouillent maintenant l'estuaire et non des requins. Ceux-ci ont été repoussés au large où la nature les a réorientés. Il y a un chenal qui passe par là et les courants vont du sud vers le nord. D'après votre expérience, les requins vont-ils utiliser ce type d'autoroute, si on peut dire? Oui, certainement. Ces animaux ont tendance à utiliser ces chenaux, surtout s'il y a un courant dominant dans le secteur. Le courant qui longe le port de Swapé mène directement à Recife. Ils utilisent peut-être le courant pour se déplacer le long de la côte. Peut-on envisager que l'exploitation de ce port ait quelque chose à voir avec les attaques qui se sont déroulées ici, au nord? Oui, c'est tout à fait possible. Les incidents ont commencé 1 an après la mise en service du port. Un laps de temps suffisant pour que les requins se ressaisissent et prennent possession de leur nouveau domicile, Recife. L'autoroute sous-marine semble les avoir menés directement à la ville. Et la plupart des attaques se sont déroulées à l'endroit où le chenal se rapprochait du rivage. Juste à côté des plages les plus fréquentées. C'est la fin de la journée. Le chauffeur de camion José Pereira est allongé sur la plage de Piedade. Il décide d'aller rincer le sable collé sur sa peau. Il s'avance dans la mer sans se douter qu'un prédateur est tapi sous la surface. Tout à coup, une douleur fulgurante le projette à terre. Il hurle, mais personne n'ose s'aventurer dans l'eau pour venir à son secours. Finalement, le requin bat en retraite et José rampe jusqu'au rivage. Le bas de sa jambe est lacéré par 2 morsures, à la cheville et au mollet. Il est grièvement blessé, mais les dommages ne sont pas irréparables. José survivra. Les autorités sont perplexes. Les marques de morsures ne correspondent pas à celles d'un requin bulldog. Elles prouvent qu'il y a au moins un autre requin dans le secteur, le requin tigre. Comme les requins bulldogs, on trouve souvent des requins tigres à proximité des estuaires, des embouchures de fleuves et des lagons. Ils supportent des environnements très divers, y compris les eaux troubles et boueuses. Ces chasseurs solitaires se nourrissent principalement la nuit, près des côtes. Mais il leur arrive de chasser le jour, quand les circonstances s'y prêtent. Qu'est-ce qui a pu pousser ces requins sur les plages de Recife? La réponse à cette question révèle un coupable auquel personne n'avait pensé. Une mystérieuse épidémie d'attaques de requins frappe l'une des plus grandes villes du nord-est brésilien. En dernier recours, les habitants de Recife commencent à chercher des réponses dans un endroit insolite. Non pas dans la mer, mais à l'intérieur des terres. Et ils font une découverte stupéfiante. Autour de la ville, de grandes plantations de canne à sucre produisent des déchets liquides qui s'infiltrent dans la terre jusque dans les cours d'eau avoisinants. Le sédiment laiteux descend les petites rivières et se jette dans l'océan où il obscurcit les eaux autrefois claires et asphyxie le récif. Cette eau trouble est à l'origine du problème qui affecte les habitués des plages.
Les requins bulldogs et les requins tigres sont des chasseurs particulièrement efficaces dans des conditions de visibilité quasi nulles. Dans l'eau trouble, ils ne comptent pas tant sur leur vue que sur leur perception des vibrations irrégulières, comme celles qui sont émises par les poissons blessés et les baigneurs. Cette tragique méprise peut avoir poussé les prédateurs à s'attaquer à des êtres humains. Mais les problèmes de pollution ne concernent pas exclusivement les raffineries de sucre. Au milieu des plages affectées, en plein cœur de Recife, se trouve l'embouchure d'une rivière, la Jaboatão. À quelques kilomètres en amont, la main de l'homme a joué un rôle encore plus dévastateur. C'est la décharge qui reçoit les ordures de la ville, ce qui représente une population de plus d'1 million d'habitants. La principale décharge de Recife est ancrée sur la rivière Jaboatão, à quelques kilomètres des plages. Le site fonctionne 24 heures sur 24 et reçoit un flot continu d'ordures ménagères. Les requins-tigres en particulier ont la réputation d'être des charognards voraces et sont souvent appelés les éboueurs de la mer. On a retrouvé dans leurs estomacs des boulons, des sacs à main, des cages à oiseaux et même des bouteilles de bière. Les chercheurs se demandent si le trop-plein du site n'attire pas les requins vers la décharge. L'odeur des ordures pourrait attirer les requins? Elles sont riches en matériaux organiques et pourraient contribuer à attirer les requins vers ce site. L'odeur de décomposition retient ces créatures opportunistes près des plages de Recife. Vous pensez que ça pourrait contribuer aux attaques? Oui, c'est un facteur déterminant, mais pas le principal, certainement pas. Les déchets organiques putréfiés ont pu se déverser dans la rivière en émettant une forte odeur. Mais ils ne constituent pas une source de nourriture pour les requins. 11 ans après le début des incidents, on construit des cuves de filtration pour réduire les problèmes de trop-plein. Mais les attaques se poursuivent. Finalement, les habitants décident de prendre les choses en main. Les autorités locales financent une campagne de pêche aux requins. Chaque semaine, des bateaux partent à la chasse. L'élimination d'un squale, quelle que soit son espèce, est une victoire pour l'Office du tourisme. Le jour où les pêcheurs décident de jeter leur ligne dans la rivière Jaboatão, ils sont confrontés à la dure réalité. Le cours d'eau est infesté de requins. La pollution de l'eau est si sévère qu'elle en a éliminé pratiquement toute nourriture. Pourtant, une force invisible semble attirer les requins. Face au nombre grandissant de victimes, les autorités tentent désespérément de trouver ce qui peut attirer les prédateurs dans cette zone. L'immense réseau de ruisseaux et de cours d'eau qui alimente la rivière Jaboatão rend toute localisation du problème quasi impossible. Mais les autorités finissent par trouver le responsable du délit. C'est ce qui reste de l'abattoir. C'est ici qu'on abattait le bétail. Le bâtiment délabré se trouve à tout juste 10 km des plages incriminées. Avant qu'on l'abandonne, on tue ici des centaines d'animaux tous les jours. Les intestins, les abats et le sang étaient censés être confinés dans de grandes citernes. Tous les déchets, le sang et les intestins descendaient par ce chenal jusqu'à ce bassin. Mais plus tard, le système s'est détérioré et le sang s'est déversé directement dans la rivière. Le système de filtration n'a pas été réparé et pendant plusieurs années, des milliers de litres de sang se sont déversés dans un ruisseau qui alimentait la rivière. Les attaques ont commencé l'année où les abattoirs ont fonctionné à plein rendement.
Il semblerait que l'odeur des déchets organiques ait attiré les requins vers l'embouchure de la rivière, juste à côté des plages publiques. On a démontré que le sang augmentait l'activité du cerveau des requins et déclenchait un comportement vorace. Il est certain que les abattoirs étaient en partie responsables de l'invasion des requins. Et ce n'était pas la première fois qu'on assistait à ce type d'incident. Sur un autre continent, les requins avaient fait aussi des ravages dans une population africaine cette fois. À la fin des années 70, dans la ville somalienne de Mogadiscio, un abattoir installé au bord d'une rivière a laissé échapper du sang pendant près de 10 ans. Résultat, 28 morts et seulement 2 survivants. On a prouvé que le principal coupable était le requin bulldog et que le requin tigre était responsable de 2 des incidents. La délocalisation de l'abattoir vers l'intérieur des terres a mis un terme aux attaques. 10 ans plus tard, c'est la même histoire qui se répète à Recife. Sur une période de 13 ans, on recense 47 victimes, parmi lesquelles 17 ont succombé à leurs blessures. Juste après la découverte de l'abattoir, les gens se sont mobilisés pour demander la fermeture du site. Vous croyez que cela a contribué à stopper les attaques des requins? Oui, on a fait pression et on a fait fermer l'abattoir. Finalement, l'abattoir a été condamné et les attaques de requins se sont arrêtées. La vie a repris son cours normal pour les habitants de Recife. Aujourd'hui, les victimes elles-mêmes ne rejettent pas la faute sur les squales. Charles Barbosa connaît mieux que personne la force brute d'un requin. Il a perdu les 2 mains en moins d'1 minute. Je n'ai jamais été en colère après eux. Je ne crois pas qu'on doive blâmer les requins. Quelqu'un a dû faire quelque chose pour qu'ils abandonnent leur habitat naturel et se rapprochent si près des côtes. Une fois les abattoirs hors service, Recife pouvait enfin reprendre son existence paisible. Et voilà que presque 2 ans plus tard, les attaques reprennent brusquement. Les requins s'en prennent à 3 personnes en moins de 2 mois. Il n'y avait personne dans l'eau. Les gens ont cru que c'était une blague, mais ça n'était pas. Ensuite, ils l'ont aperçu qui se débattait dans l'eau et qui hurlait « Au secours, un requin !» Toute sa jambe était déchiquetée, partout. Juste ici, il y avait un grand trou béant. Rogério Carvalho a été mordu à 2 reprises, mais aucune artère n'a été touchée. J'avais l'impression d'être mort. Je voyais mon corps qui flottait sur l'eau et qui était entraîné dans les profondeurs de la mer. C'est comme si je me servais d'un autre sens. Cette vision m'a terrifié. J'avais très peur de mourir, peur d'être amputé, peur qu'il me tue. La rivière qui déversait autrefois du sang dans la mer exerce-t-elle encore un pouvoir d'attraction sur les requins? Ou bien y a-t-il un autre facteur à l'origine des derniers incidents? Seul le temps peut nous le dire. Mais force est de constater que les requins disparaissent à une vitesse alarmante. Pour chaque personne qui succombe à l'une de leurs attaques, il y a 10 millions de requins qui sont tués par les hommes. À Recife, il est évident que les activités humaines continuent à affecter les requins. La ville est peut-être responsable de son propre malheur. Comme beaucoup d'autres cités côtières, la pêche extensive, le développement industriel et l'augmentation des déchets ont mis en péril la ville elle-même et tout son écosystème.
Et il n'existe pas de solution toute faite pour réparer les dégâts. Nos actes ont-ils encore une fois amené l'homme et le requin à un seuil critique? Quand un animal est acculé, sa réaction instinctive est de mordre. Et quand nous faisons des choix qui ne tiennent pas compte des chasseurs qui vivent à nos côtés, nous risquons involontairement et malheureusement de devenir des proies.